Le régime iranien est officiellement en train de se déchirer de l'intérieur. Vous voyez, après une frappe de précision dévastatrice des États-Unis qui a anéanti un autre bunker top secret rempli de commandants ennemis, une guerre civile massive a éclaté au plus haut niveau de la République islamique. À ce stade, si j'étais le dirigeant iranien, je demanderais aux autres dirigeants de me tenir à distance car chaque fois qu'ils se réunissent, une frappe de précision a lieu. Voici plus de détails sur la dernière. Je commence avec une nouvelle, Tommy. Le président se vante d'un nouvel assassinat de masse de dirigeants iraniens réunis. Le président a publié sur Truth Social que de nombreux dirigeants iraniens qui ont mal gouverné le pays et fait preuve d'imprudence sont éliminés en joignant une vidéo de frappe aérienne. Cela recoupe les infos d'une chaîne Telegram annonçant l'élimination de plus de 50 hauts responsables iraniens lors d'une frappe conjointe israélo-américaine. Il convient de noter qu'Israël nie sa participation à cette opération. Cela s'est produit alors que le monde entier suivait leur mission de sauvetage. Mais il semble, d'après un rapport sur Telegram, que les dirigeants iraniens, pour une raison quelconque, tenaient une autre réunion de haut niveau, en un seul lieu. Comme je l'ai dit auparavant, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à faire cela. Maintenant, je veux clarifier quelque chose ici. Nous ne savons pas exactement s'il y avait 50 personnes réunies en un seul lieu, ou si le nombre total de dirigeants iraniens tués jusqu'à présent dans la guerre a maintenant atteint 50. Les reportages n'ont pas clarifié ce point. Cependant, nous savons que plus de dirigeants iraniens sont morts, car ils continuent de se réunir dans des lieux dont l'emplacement a déjà été révélé. Maintenant, ces morts créent un dilemme intéressant à l'intérieur de l'Iran. Cela provoque le chaos, et ce chaos entraîne une guerre civile au sein du régime. Certains réclament aujourd'hui un cessez-le-feu, sans doute des personnes qui ne veulent pas mourir. Mais d'autres, en particulier ceux qui sont alignés avec le CGRI, s'opposent à toute négociation. Voici ce que je veux dire. Ceci est une proposition de cessez-le-feu, venant de l'un des plus proches alliés et conseillers du président iranien. Ce type s'appelle Mohammad Javad Zarif. C'est un diplomate de carrière, et il a été ministre des Affaires étrangères de l'Iran de 2013 à 2021. Et maintenant, il conseille le président iranien, le président Peskazan. Voici la proposition en 26 points qu'il a récemment publiée. Les 12 premiers points concernent ce que l'Iran ferait, puis les 13 points suivants concernent ce que les États-Unis feraient. Alors, passons-les en revue un par un. Premièrement, l'Iran s'engage à ne jamais chercher à obtenir des armes nucléaires. Deuxièmement, l'Iran diluerait l'uranium, enrichi à moins de 3,67%. Troisièmement, ratifier le protocole additionnel de l'AIEA pour une surveillance permanente. Quatrièmement, garantir un passage commercial sûr par le détroit d'Ormuz avec Oman. Cinquièmement, signer un pacte de non-agression permanent avec les États-Unis. Sixièmement, participer à un cadre régional de sécurité. Septièmement, transférer l'uranium enrichi et les équipements associés à un consortium régional d'enrichissement. Huitièmement, supprimer les désignations liées au terrorisme visant les États-Unis. Neuvièmement, rétablir les canaux diplomatiques et consulaires avec les États-Unis. Dixièmement, lever les restrictions de voyage pour les citoyens américains. Onzièmement, inviter les compagnies pétrolières, y compris américaines, à faciliter les exportations. Douzièmement, demander à la Chine, à la Russie et éventuellement à des États de la région de servir de garant de l'accord de non-agression avec les États-Unis. Nous allons bientôt aborder la pertinence de ces points. Mais d'abord, passons en revue ceux des États-Unis, c'est-à-dire ce que l'Iran attend d'eux. Lever les sanctions unilatérales américaines contre l'Iran, puis autoriser l'exportation libre de son pétrole. Troisièmement, accepter que l'Iran conserve un certain programme nucléaire non militaire, au lieu d'exiger un enrichissement nul. C'est un point important dont nous devons parler. Quatrièmement, annuler les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. Cinquièmement, autoriser la participation normale de l'Iran aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Sixièmement, signer un pacte de non-agression permanent avec l'Iran. Sixièmement, encore une fois, financer la reconstruction en Iran. Septièmement, indemniser les civils iraniens pour leurs pertes. Huitièmement, participer à un cadre de sécurité régional. Neuvièmement, aider à former un consortium régional d'enrichissement. Dixièmement, lever les désignations liées au terrorisme visant l'Iran. Onzièmement, rétablir les canaux diplomatiques et consulaires avec l'Iran. Douzièmement, lever les restrictions de voyage pour les citoyens iraniens. Et treizièmement, coopérer sur des projets commerciaux, énergétiques et technologiques. Maintenant,
Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas le pire plan qui existe. Ce ne sont donc pas des exigences maximalistes formulées par les responsables iraniens sur les réseaux sociaux. Mais il est également important de souligner ici que ce ne sont pas non plus des exigences maximalistes que l'Iran voit du côté américain. Cette offre se situe donc au milieu. Ce n'est pas un mauvais début. Les vrais problèmes concernent surtout le programme d'enrichissement. L'Iran affirme qu'il ne cédera pas, tandis que les États-Unis exigent clairement l'abandon du programme d'enrichissement iranien. Et s'ils veulent continuer à avoir un programme d'énergie nucléaire, ils peuvent simplement acheter de l'uranium à un autre pays. C'est quelque chose que de nombreux pays dans le monde font déjà. Cela posera un gros problème lors des négociations, comme auparavant entre les États-Unis et l'Iran. D'autres aspects non traités par cette proposition concernent le programme de missiles balistiques iranien, que les États-Unis souhaitent limiter. Donc il ne s'agit pas forcément de supprimer, mais surtout de limiter aux missiles balistiques iraniens utilisés pour la défense. Et le dernier point concerne bien sûr le financement iranien de groupes mandataires dans la région comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. La proposition n'aborde absolument pas ce sujet. Et c'est quelque chose que les États-Unis, ou du moins l'administration Trump, considérait comme l'une des faiblesses de l'accord d'Obama, le JCPOA de 2015. Il abordait le programme nucléaire iranien, qui présentait certains problèmes, mais c'était tout de même mieux que rien. Mais il ne traitait pas le programme de missiles balistiques iranien, ni son financement d'autres groupes, raison pour laquelle Trump s'en est retiré lors de son premier mandat. Maintenant, une autre chose que cette proposition suggère en quelque sorte, mais sans donner beaucoup de détails, c'est le détroit d'Ormuz, pour lequel l'Iran affirme désormais qu'il commencera à imposer un péage à chaque navire souhaitant le traverser. Mais en réalité, cela n'arrivera jamais, parce que réfléchissez à quel genre de monde cela nous ramènerait. C'est comme il y a 200 ans, quand les pays imposaient un péage simplement parce qu'un détroit se trouvait à leurs frontières. Si l'Iran commence à faire cela, alors d'autres pays voudront faire la même chose. Est-ce que cela veut dire que l'Espagne peut imposer un péage sur son détroit ? Le Royaume-Uni peut imposer un péage sur son détroit, puis le Danemark peut faire de même. Le détroit danois. Bien sûr, aucun pays ne voudrait faire cela. Et bien sûr, ces pays ne veulent pas non plus que d'autres pays le fassent. C'est pourquoi il est assez raisonnable de s'attendre à ce que l'Iran ne puisse pas imposer de péage après la guerre. Mais ce que l'Iran va pouvoir faire en avançant cette proposition, c'est essentiellement obtenir d'autres concessions en échange de dire « Hey, nous n'allons rien faire dans le détroit d'Ormuz ». Maintenant, un autre point que je veux souligner au sujet de cette proposition, c'est qu'en plus de la proposition, le ministre des Affaires étrangères, ou plutôt l'ancien ministre des Affaires étrangères, a publié une tribune dans Foreign Affairs, la revue. Dans cette tribune, il affirme que l'Iran ne perd pas vraiment cette guerre. La raison pour laquelle il souhaite que l'Iran négocie un cessez-le-feu, ou un accord de paix, et qu'une intensification de la guerre causerait davantage de dégâts aux infrastructures civiles et de souffrances pour les civils en Iran. C'est pourquoi il propose cela, espérant que les deux parties la prendront au sérieux. Maintenant, malgré le fait que cet homme soit très influent en Iran, et bien sûr un proche conseiller du président iranien actuellement, il ne semble pas que cette proposition aboutisse. Les gardiens de la révolution s'y opposent fortement, et s'expriment publiquement contre la proposition de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand je dis qu'ils s'expriment, je veux dire diplomatiquement, car ils font bien plus que simplement s'exprimer. Ils appellent littéralement à la mort de cet homme. Écoutez bien. Mais d'abord, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner ci-dessous. Notre chaîne subit un shadowban dont la cause nous échappe, mais votre soutien nous aidera sûrement à résoudre ce problème, du moins nous l'espérons. Nous ne savons pas exactement comment fonctionne l'algorithme de YouTube. C'est une sorte de boîte noire, mais chaque fois que vous nous soutenez, cela nous aide vraiment. Maintenant, voici l'extrait. Monsieur Zarif, vous avez 3 jours pour admettre votre erreur. La 4e nuit, je rassemblerai les gens et nous viendrons chez vous. Messieurs de la sécurité, attendez-vous toujours que Monsieur Zarif admette qu'il est un vendu aux Américains ? Nous surveillons toutes les factions politiques. Certains n'ont même pas subi une égratignure dans cette guerre. Désormais, ce sont les gens dans la rue qui décideront du sort des traîtres. Ce type de langage ne se limitait pas au rassemblement public. La télévision d'État iranienne a aussi publiquement rejeté la proposition de paix dans ses émissions. Cet homme a de l'influence en Iran.
Mais les gardiens de la Révolution ne semblent pas vouloir négocier pour l'instant. Mais malgré la volonté des gardiens de la Révolution, il semble néanmoins certain que des négociations sont en cours. Le président Trump a récemment confirmé dimanche que Steve Witkoff et Jared Kushner sont en discussion avec l'Iran, et que ces négociations progressent. En fait, à un moment donné, il semblait qu'une rencontre en face à face allait avoir lieu très bientôt. Ensuite, l'Iran a demandé un délai supplémentaire, moment où les États-Unis ont ciblé le pont B1. La raison de cette escalade, c'est que du point de vue des États-Unis, il semblait que l'Iran essayait de gagner du temps, et c'est pourquoi l'escalade était en réalité davantage un avertissement. C'est ce que le président Trump a déclaré à Axios. Cependant, juste après cette interview, le président Trump a publié cette déclaration sur son compte Twitter. Mardi sera le jour du plan énergétique et le jour du pont, tout en un. Il n'y aura rien de comparable. Ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, où vous vivrez en enfer. Regardez bien. Maintenant, remarquez quelques points concernant cette déclaration. Tout d'abord, bien sûr, cela laisse clairement entendre une escalade majeure qui créerait beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'Iran, surtout pour les civils. De plus, cette déclaration exige l'ouverture du détroit d'Ormuz, sans demander d'accord nucléaire, de paix ou de cessez-le-feu. Elle demande à l'Iran d'autoriser davantage de navires. En plus de cette déclaration, le président Trump a également confirmé que les négociateurs iraniens ont obtenu l'immunité, ce qui signifie, je suppose, qu'ils ne seront pas pris pour cible lors de ces frappes tant qu'ils négocient. Négociant. Il a aussi précisé que l'Iran a quasiment renoncé aux négociations sur les armes nucléaires, donc a cédé sur ce sujet. Selon lui, la plupart des points sont concédés. Je tiens à clarifier. L'Iran a toujours affirmé ne pas vouloir d'armes nucléaires. Le problème, c'est que ce qu'ils font en coulisses, c'est en réalité avancer vers l'arme nucléaire en enrichissant de l'uranium à 70% et bien sûr, en construisant un immense bouclier de missiles balistiques. Le plan pour l'Iran était clair avant la guerre. Fabriquer assez de missiles pour dissuader toute attaque. Ensuite, il viserait l'arme nucléaire, passant de l'uranium enrichi à 70% à la fabrication d'une bombe. Ce qui veut dire que même si l'Iran affirme ne pas vouloir d'armes nucléaires, cela ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce que c'est ce qu'ils disent depuis toujours. Puisque nous évoquons les coulisses, le président Trump vient de révéler un fait intéressant sur la manifestation de janvier en Iran. Vous vous souvenez quand des millions d'Iraniens ont manifesté pour un changement de régime. Puis, le régime a tué entre 10 000 et 45 000 personnes pour rester au pouvoir. Eh bien, devinez quoi ? Il semble que les États-Unis essayaient d'aider les manifestants en leur envoyant des armes. Mais malheureusement, ces armes ne sont jamais arrivées à destination. Écoutez ce qui s'est passé. Maintenant, le président a également donné de nouveaux détails sur ce qui s'est passé plus tôt cette année, lorsque le régime iranien est descendu dans les rues et a massacré, selon ce que le président m'a dit, 45 000 civils dans leur propre pays. Après cela, le président Trump m'a dit que les États-Unis avaient envoyé des armes aux manifestants iraniens. Il m'a dit que nous avions envoyé beaucoup d'armes aux Kurdes et que le président pensait qu'il les avait gardées. Il a ajouté que nous avions aussi envoyé beaucoup d'armes aux manifestants. Donc, plusieurs gros titres ici, issus de ma conversation avec le président Trump, tout cela se déroulant plus d'un mois après le début de l'opération Epic Fury et dans la foulée de cette opération américaine réussie menée pendant la nuit pour sauver ce militaire américain isolé en territoire iranien. C'est le président lui-même qui a ordonné cette opération après que la CIA soit venue samedi matin confirmer qu'ils avaient localisé le membre d'équipage du F-15 abattu vendredi. Encore une fois, c'est le président qui a pris la décision d'envoyer des centaines de forces spéciales américaines en plein territoire iranien et de ramener avec succès ce militaire américain. Maintenant, pour revenir au détroit d'Ormuz, comme vous le savez, cela devient une crise mondiale. Et les pays sont désormais plus disposés à intervenir pour aider à rouvrir le détroit. L'Ukraine a proposé de collaborer avec les États-Unis pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Rappelons qu'ils affrontent des drones kamikazes et FPV depuis plus de 4 ans. Personne n'a un meilleur taux d'interception au monde que les forces ukrainiennes. Donc, leur aide est vraiment, vraiment très importante. Écoutez ce que le président ukrainien vient de dire. Je ne vois pas pour aujourd'hui des possibilités de le débloquer par un pays ou un autre. Je n'en vois pas aujourd'hui. Ce sont seulement des actions conjointes, à mon avis. Bien sûr, nous avons déjà connu le blocage de notre corridor alimentaire en mer Noire et ce qui s'est passé pendant les années de la guerre. La première année, nous avons mené des négociations. Même pendant la guerre, nous avons négocié avec les Russes par la médiation de la Turquie. Ce corridor céréalier doit fonctionner parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine et de la Russie. Il s'agit de la Russie.
qui bloque l'acheminement de denrées alimentaires vers d'autres continents. Je pense que la situation avec le déficit est similaire, mais dans notre cas, il s'agissait surtout du secteur agricole. Et ici, il s'agit de l'énergie. À mon avis, d'après mon expérience, ce que nous pouvons faire. D'abord, ce sont des pistes parallèles, la guerre et la négociation de l'énergie. À mon avis, il ne faut pas tout relier ensemble selon notre expérience. Ce que nous avons vécu, c'est que la Russie a bloqué ce corridor, le corridor de la mer Noire, et ils ont voulu le faire une fois, puis une deuxième fois. D'abord, ils l'ont fait une fois par mois, puis ils l'ont fait une fois par semaine, et ensuite, ils ont commencé à le bloquer presque chaque jour. C'est pourquoi nous nous sommes retirés de cette négociation et avons compris comment contrôler ce corridor par nous-mêmes. Donc, c'est la deuxième étape. Pour cela, il vous faut des intercepteurs, un convoi militaire, il vous faut aussi des systèmes de guerre électroniques, y compris les pétroliers ou les navires sur lesquels vous devez installer ces systèmes. Donc, c'est un grand programme. Nous sommes prêts à aider pour cela. À mon avis, pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par la question du détroit d'Ormuz. Donc, personne ne nous a posé de questions à ce sujet, et c'est pourquoi nous partageons simplement notre savoir. Et si les partis le souhaitent, ils pourront l'utiliser. Nous avons aussi une déclaration des Émirats arabes unis prêts à s'associer aux États-Unis si une force maritime est utilisée contre l'Iran. Les Émirats arabes unis affirment que le détroit d'Ormuz ne peut pas être pris en otage par un seul pays. Les Émirats arabes unis sont prêts à rejoindre tout effort mené par les États-Unis pour sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, impliquant plus de pays et accentuant la pression sur l'Iran. La semaine prochaine nous en dira plus sur le danger potentiel de cette guerre.